Dans un petit coin de leur tête, quelque chose leur disait. C'est le seul et unique endroit, comme le disent les Américains, the place to be. Ils ont donc pris le risque, oui. D'autres y ont laissé la vie parce que ce n'est pas des moyens légaux. Aller au-delà des frontières de la Côte d'Ivoire en passant par la mer, par la lagune, par des cars, affronter autant de difficultés où il y a des bandits de grands chemins. Ils ont tout donné parce que convaincus que c'est là-bas que se trouve la chance, c'est là-bas que se trouve la réussite, c'est là-bas que la vie de leurs parents allait changer. Lesquels parents qui avaient déjà étalé leur irresponsabilité. Après un cuisin échec, les migrants sont de retour. Oui, 21 ans pour d'autres, 18 ans pour certains. Ça ne va plus. Comment faire pour les insérer dans la société? That is the question. Cette question continue d'être posée, mais l'État de Côte d'Ivoire n'a pas toutes les solutions. Ils sont donc livrés à eux-mêmes. Face à autant de difficultés, que faut-il faire? Si je suis donc ici, c'est pour vous dire que les migrants sont certes de retour, mais ça ne va pas comme ils auraient souhaité. Et l'heure est grave. Bonsoir. Déborah n'a prévenu personne avant de disparaître. Ni sa mère, ni ses amis. Personne ne savait exactement où elle était allée. À seulement 22 ans, la jeune Nigériane, animée par des rêves de liberté et d'un avenir meilleur, se laissait guider par l'espoir. Son parcours l'avait conduite en Côte d'Ivoire, un pays qu'elle pensait n'être qu'une étape avant de rejoindre l'Europe. Mais elle ignorait que derrière cette destination se cachait un réseau de prostitution impitoyable qui allait briser ses rêves en un instant. Sa naïveté allait la rendre vulnérable à l'exploitation. Quand je suis arrivé ici, c'est pas ce qu'il m'a dit. Et puis, il m'avait dit qu'il est resté avec un monsieur en attendant que lui, il va voyager. Mais je vois que le monsieur, c'est comme s'il m'a vendu pour donner à le monsieur là. Donc, on était là-bas, le monsieur là a dit qu'il a fait la caisse. Il était derrière la caisse. À un moment, le monsieur là a commencé à dire que c'est chez lui à la maison tant que je ne me vends pas. Et puis je ne connais personne ici. Donc j'ai l'obligé de faire ce qu'il m'a dit. Bon, c'est ça là a commencé. Mais ce n'est pas mon désir de coucher avec les garçons. Arrivée à Daoukro, là où tout va se passer, Déborah pensait que ce serait un simple point de transit. Mais les passeurs, invisibles sous les apparences de cette ville paisible, avaient d'autres plans pour elle. Ils lui promettaient un avenir radieux en Europe, sans lui dire la vérité. Sous leur manipulation, Déborah est devenue la proie d'un réseau de prostitution, pris au piège sans savoir exactement ce qui l'attendait. Sa crédulité a été exploitée, et elle a commencé à se rendre compte qu'elle était loin du rêve qu'on lui avait vendu. Tu as passé combien de temps là-bas? Bon, on peut dire, je sais pas, 4 mois. 4 mois. Parce que, oui. Et pendant ces 4 mois, on te demandait de faire quoi précisément? Il m'a dit de me prostituer. Et puis, si tu fais, lui, il prend l'argent. C'est lui qui prend l'argent? Oui. C'est lui qui prend l'argent. Ça n'allait pas bien, moi, il n'était pas content. Bon, voilà ça. Tu as essayé de lui dire? À qui? Au monsieur? Au monsieur, oui. Et puis, si lui, il veut coucher avec toi, si tu n'as pas accepté, il va te donner une somme que toi, tu dois payer si tu ne couches pas avec lui. Donc, moi, s'il n'y a pas l'opportunité, donc, forcément, tout ce qu'il me dit, ça m'a fait. Parce qu'il n'y a pas l'opportunité. Tu as quel âge? 22. 22 ans. Ouais. En plein cœur de Daoukro, Déborah, seule et sans défense, s'est retrouvée au centre d'un véritable cauchemar. Les hommes qui l'avaient attirée dans leur filet l'ont peu à peu dépossédée de son innocence, l'entraînant dans un univers où la violence, l'exploitation et la contrainte étaient monnaie courante. Les rêves d'une vie meilleure se sont transformés en un enfer, où chaque jour l'espoir se réduisait à néant. Ce qu'elle croyait être une nouvelle chance
est devenue une violence écrasante, rendant sa fuite presque impossible. On sera à 16 h, on revient à la maison à 4 h, il y a des fois à 5 h. Et puis si c'est pour passer, on peut dire aller pour revenir, c'est 5 000. Mais si c'est pour aller coucher là-bas, c'est 15 000. Mais tout l'argent aussi là, il ne te donne pas. Si toi tu ne sais pas, tu as réclamé ton argent, il va te frapper. Parce qu'il va te dire que tu es chez lui. C'est pour ça. Mais c'est pas que tu es chez lui, tu ne payes pas maison, tu payes. Non, non, tu payes maison, tu payes l'eau, tu payes courant. Et puis ton argent encore, il ne te donne pas. Tout ça fait mal. C'est pour ça le jour où ils sont venus pour nous prendre. Le jour là, moi-même je ne croyais pas. Et toi, tu t'es senti obligé de faire ça parce que tu avais peur? Oui. Et puis il y a personne, je ne connais personne ici. S'il n'y a pas lui, je ne connais personne. Le calvaire de Déborah est loin d'être un cas isolé. D'innombrables jeunes femmes, souvent attirées par de fausses promesses d'une vie meilleure, se retrouvent capturées dans les griffes de réseaux d'exploitation sexuelle en Afrique. Violence, manipulation et menaces sont les armes de ce monde impitoyable. Pour Déborah, la Côte d'Ivoire, loin d'être une simple étape vers l'Europe, est devenue un piège toxique. Et derrière son histoire se cachent des milliers d'autres vies brisées par l'exploitation et la cruauté. En Côte d'Ivoire, les migrants de retour sont de plus en plus nombreux. Selon l'Organisation internationale pour les migrations OIM, plus de 30 000 Ivoiriens ont été rapatriés depuis 2017, principalement depuis la Libye, le Niger ou l'Algérie. Ces retours, souvent volontaires mais parfois forcés, concernent majoritairement les jeunes hommes, mais aussi des femmes et des mineurs, toujours animés à l'origine par l'espoir d'un avenir meilleur en Europe. À leur retour, la réalité est brutale. Ils font face au chômage, au rejet social et à l'absence de véritables dispositifs de réinsertion. Beaucoup reviennent traumatisés, ayant subi des violences physiques et psychologiques durant leur périple. Si des initiatives existent pour les aider, elles peinent à répondre à l'ampleur des besoins. Comment bâtir une politique de réintégration durable et inclusive qui offre à ces migrants de retour une seconde chance dans leur propre pays? Parker est un ancien migrant, un survivant, comme il aime le dire. Pendant 11 ans, il a parcouru l'Afrique du Nord, franchissant les frontières de la Libye, de l'Algérie, du Niger, traversant le désert et risquant sa vie en Méditerranée. Chaque étape, chaque ville, chaque camp est devenu une histoire à part entière. Une preuve de plus sur ce qu'il appelle désormais l'aventure. Aujourd'hui, de retour en Côte d'Ivoire, il veut transformer ses années de souffrance en force, car pour lui, revenir vivant, c'est déjà une victoire. L'homme est un loup pour son prochain en fait quoi. Voilà, donc ça fait que c'était pas du tout facile. Voir des personnes que tu as rencontrées tout de suite, tu as échangé avec eux, après une distance de quelques temps, tu arrives, il est à bout de souffle, tu peux même pas lui venir en aide parce que si tu lui viens en aide, Tom, tu restes. Donc il faut toujours aller au bout de ses rêves parce qu'on va dans un endroit où on ne connaît pas, c'est un endroit imaginé, mais on se dit qu'à la recherche de notre Eldorado, c'est l'Eldorado dont on va, on sait que forcément ça va être du mieux, ça va être du bien, voilà, c'est un peu ça. Tu restes combien de temps dans cette aventure sans lendemain? Tu restes combien de temps? 11 ans, 11 ans. Dans cette aventure sans lendemain, j'ai fait 11 ans. Algérie, après Algérie, je suis rentré au Maroc. Au Maroc, après, je suis rentré en Tunisie, en Tunisie, j'ai eu une fille. Voilà, nous, je vais dans l'Inganda, ça veut dire les retrouvailles des Africains. C'est comme les ghettos, ça veut dire que tous les Africains se retrouvent là-bas. Voilà, c'est dans l'Inganda qu'on vivait, c'est de l'Inganda que j'ai eu à rencontrer quelqu'un qui m'avait sollicité lors d'un déchargement auquel de venir assister à un anniversaire. De l'anniversaire, maintenant, j'ai fait la connaissance de la mère de ma fille. Donc, petit à petit, jusqu'à ce que j'ai intégré la famille. J'ai pu aussi faire venir mes frères de là-bas. Donc après, j'avais déjà économisé un maximum de dièses que je disais que bon, ici déjà ça peut bien me tenir. Là j'ai pris la route avec des frères pour rentrer en Libye. Et tu vas continuer alors? Voilà, en Libye. De la Libye maintenant on a été capturés, on nous a mis dans des prisons. J'ai fait 4 fois le Lampard, c'est-à-dire la traversée de l'eau, j'ai fait 4 fois. Selon l'Organisation internationale pour les migrations,
78% des migrants ivoiriens sont des hommes. Pour la plupart, alphabétisés, 68%, et âgés de 18 à 30 ans. Avant leur départ, 86% occupaient déjà un emploi rémunéré. Des données qui contredisent l'image d'une migration par désespoir absolu. Parker en est le parfait exemple. Il travaillait, mais rêvait d'une vie meilleure. Ce qu'il a trouvé, ce sont des violences des prisons et la peur constante. Aujourd'hui, il veut que les jeunes comprennent la réalité derrière les illusions. Mais quand tu te reviens, on ne peut plus te ramener dans le même campo où tu étais. On te ramène dans un autre campo parce que quand tu vas revenir, s'ils savent que tu n'as pas voyagé, tu deviens un danger pour les affaires. Donc ils sont obligés de te vendre à un autre campo. Voilà, donc c'est un peu comme ça que ça s'est passé. Jusqu'à ce que je suis rentré en contact avec OIM, le canal d'une dame là-bas qui venait aussi avec une ONG. Voilà, c'est une ONG de la Libye auquel ils nous ont fait rencontrer l'OIM. Parce que là-bas, on n'avait pas accès au téléphone, on n'avait même pas accès. Déjà, à peine tu peux manger un repas par jour, c'est même pas un repas du pain avec de l'eau. C'est un peu ça. Et aussi, tes propres frères là-bas deviennent un loup pour toi parce que c'est eux-mêmes qui te torturent. Parce que l'arabe, il ne connaît pas nos vécus. L'arabe ne connaît pas qui est Djoula, l'arabe ne connaît pas qui est malien, l'arabe ne connaît pas qui est sénégalais, tu vois un peu. C'est à travers ton frère qui vient t'approcher. Si je parle par exemple, il sait que tu as un Bakayoko, il dit ah, les Bakayoko ils ont de l'argent. Donc il faut te torturer pour que tes parents puissent envoyer de l'argent, pour qu'ils puissent avoir aussi son gain. C'est comme ça qu'ils fonctionnent là-bas. Ça fait qu'il y a beaucoup qui ne peuvent plus revenir, c'est des maudits. Ils ne peuvent plus revenir ici en Côte d'Ivoire parce que ce qu'ils ont fait là-bas, ils ne peuvent plus revenir ici. À son retour, Parker ne veut pas rester inactif. Fort de son vécu, il crée une association Sirakajan, qui signifie la route est longue dans sa langue maternelle. Ce nom résonne comme un hommage à tous ceux qui, comme lui, ont emprunté cette route incertaine. L'objectif de Sirakajan est clair, sensibiliser les jeunes sur les dangers de la migration irrégulière, mais aussi accompagner ceux qui, revenus comme lui, cherchent à se reconstruire, car il sait à quel point l'après est difficile. C'est ici, hein, l'Eldorado, c'est pas toujours là-bas. Voilà, à travers Sirakajan pour dire que la route est longue. Moi, je suis parti, je suis revenu. Il y a beaucoup qui sont partis, qui ne sont pas revenus. Et on n'a même plus entendu parler d'eux parce que dans le désert là-bas, on ne va pas te dire qu'on va te mettre dans un cimetière, non. Le sable va t'envahir et les vaudous ils vont t'enlever, arracher les yeux et tout, tu seras méconnaissable. Donc, on ne peut pas non plus transporter le corps. D'où ils profitent pour faire des trafics d'organes. Donc, pour dire que si tu veux vraiment bouger, on ne te dit pas de voyager, il faut voyager dans le sens légal. Voilà, tu fais tes papiers, tu as un métier, tu t'en vas. Voilà, il ne faut pas te dire que tu vas prendre la route parce que la route est très risquée. Le désert, la mer, la Méditerranée, c'est tout ça, c'est risqué. Même la forêt à Tanger, là-bas, c'est très encore risqué parce que là-bas, on nous a transformé comme échelle humaine pour la frontière. Donc, juste pour vous dire que l'Eldorado, c'est ici et c'est Acadien, la route est longue. Voilà. C'est le message que tu veux passer à toutes ces personnes. Toutes ces personnes qui nous suivent à travers l'écran pour leur dire que l'Eldorado, c'est ici. Voilà. De 0 à héros, on peut se faire. Voilà. Là-bas, tu peux faire 10 boulots, mais tu ne peux pas avoir le temps pour faire tous ces 10 boulots-là, ici. Donc, un boulot ici que tu as, ça peut t'aider à développer. Merci. Pour Parker, témoigner est un devoir. Chaque semaine, il intervient dans des quartiers, dans des écoles, dans les centres de réinsertion. Il raconte sans filtre avec les mots justes, les souffrances, les pertes, les humiliations. Mais il parle aussi de résilience, de reconstruction. Son parcours inspire, questionne et parfois choque. À travers Sirakajan, il veut bâtir des ponts entre ceux qui partent, ceux qui reviennent et ceux qui hésitent encore. Car la route est longue, certes, mais elle peut aussi mener à la conscience et à la transformation. C'est au terme de son long périple que Parker découvre l'ONG Côte d'Ivoire Prospérité. Il y trouve enfin un espace d'écoute et de reconstruction. Cette organisation active depuis plusieurs années en Côte d'Ivoire accueille les migrants de retour, souvent meurtris par des années d'errance. Avec l'aide de l'OIM, elle offre un accompagnement psychosocial, des formations professionnelles et un suivi personnalisé pour favoriser la réinsertion dans la société. Pour les migrants de retour, comme nous avons commencé en 2020 par exemple, avec l'OIM, en 2020 nous avons reçu 601, en 2021 1463, en 2022 nous avons reçu 1066, en 2023 1254 et en
En 2024, nous avons reçu 1188 personnes, migrants de retour. On voit que c'est un chiffre qui évolue. Oui, ça évolue en fait. Quel commentaire vous faites en fait de ces chiffres-là de 2020 à 2024? Bon, je peux dire que ceux qui sont partis ont pris conscience pour un retour volontaire. On se sent mieux chez soi. Et je pense bien que c'est ce qui a dû les pousser à revenir. Parce qu'au début, il y en a qui étaient un peu, peut-être certains, étaient résistants. Et se disaient que s'ils revenaient, il y aurait un avenir pour eux. Mais c'est tellement que ceux qui sont venus ont dû leur faire un bon témoignage. C'est qui leur a donné le courage de revenir. C'est qui fait, je crois bien, faire l'évolution de ces migrants de retour. Voilà. Ça se passe comment, leur processus, le processus quand ils reviennent? Bon, le processus, avant que nous les recevons ici, l'OIM nous fait un mail. Nous annonçons soit une semaine avant, mais 2 semaines, que nous aurons tel nombre de migrants qui vont revenir provenant de tel nombre de pays. Ça peut être Maroc, la Tunisie, Algérie, Mauritanie, ça dépend, tous les pays. À la tête de Côte d'Ivoire Prospérité, Chantal Guidi incarne l'engagement et l'espoir. Directrice exécutive de l'ONG, elle coordonne les actions sur le terrain avec une énergie sans faille. Grâce à elle, des centaines de migrants retrouvent peu à peu leur dignité, leur confiance et un nouveau sens à leur vie. L'approche humaine est au cœur du travail de l'organisation. En 2020, on a reçu 387 hommes, 136 femmes, 78 enfants. Il y a des enfants? Oui. En 2021, on a reçu 1066 hommes, 194 femmes, 203 enfants. En 2022, on a reçu 855 hommes, 189 femmes et 14 enfants. En 2023, on a reçu 519 hommes, 493 femmes, 242 enfants. Ça évolue, ça dépend. Est-ce que ce sont des enfants qui ont leurs parents? Pas forcément, il y a les mineurs non accompagnés. Ah oui. Les MNA, il y a des mineurs parmi. Il y a aussi des enfants qui sont nés là-bas, qui se reviennent à leur. Est-ce que leur prise en charge est différente là, à ce niveau-là? Oui. Et leur prise en charge, les MNA qui ne sont pas accompagnés en général, quand ils arrivent, ils restent jusqu'à ce que l'OIM rentre en contact avec les parents pour pouvoir venir les chercher. Voilà. Non, ils ne les libèrent pas comme ça. Il faut que le parent soit là pour récupérer son enfant. Et quand les parents ne sont pas retrouvés? Donc, forcément, il faut trouver les parents avant de les faire venir, avant de les libérer du moins. Ils peuvent rester 1 semaine, 2 jours, 3 jours, ça dépend. Il faut que le parent soit là. Voilà. En 2024, par exemple, on a reçu 562 hommes, 451 femmes et 175 enfants. Quand vous parlez à ces migrants qui reviennent, quand vous essayez un peu de voir un peu leur état d'esprit, qu'est-ce qui revient généralement? Bon, il faut dire que ces migrants, il y a beaucoup qui ont été grugés. Ils ont été trompés souvent par leurs amis là pour dire que là-bas est meilleur. Alors qu'en général, ils s'en vont en esclavage. Ils deviennent aussi victimes de traite là-bas. Donc, les deux thématiques, en fait, se complètent quelque part. Puisque quand tu arrives, si on t'arrache ton passeport, tu as été transporté, tu as été hébergé, et tu es mis dans un endroit où tu ne peux pas te mouvoir, tu n'as plus de droits, et que tu dois exécuter les droits de quelqu'un d'autre, tu deviens automatiquement quelqu'un qui est en esclavage, tu deviens une victime de traite. Parce qu'il y a eu transport, il y a eu hébergement et autres. Voilà. Chaque jour, l'ONG reçoit des jeunes hommes et femmes revenus de la Libye, du Niger et de l'Algérie. Certains reviennent traumatisés, d'autres porteurs d'espoir brisés. Côte d'Ivoire Prospérité propose des ateliers de couture, de mécanique, d'agriculture, selon les profils et les envies. Le but, rendre les bénéficiaires autonomes, leur offrir les moyens de rester au pays et reconstruire une vie digne, loin des dangers de la migration clandestine. Maintenant, il y en a qui vont d'eux-mêmes sans passer par quelqu'un qui leur demande de venir. Hein. Ils vont d'eux-mêmes. Il y a des personnes qui vont d'elles-mêmes là-bas comme ça.
elles vont se chercher, comme on le dit communément. Pour certains, ça marche, pour d'autres, ça ne marche pas. Parce que c'est dans quelle optique? C'est dans l'optique d'atteindre l'Europe. Hein. Quand ils passent par la Tunisie, ils passent par l'Algérie, le Mali et autres. Voilà, c'est ça. Ils veulent aller en Europe. C'est l'objectif, en fait. Aller en Europe, et voilà. Il y en a qui viennent avec des traumatismes psychologiques, physiques. Oui, certains. Très souvent, ceux qui viennent d'Algérie, Algérie, Niger, Libye. Libye, Algérie, Niger. Bon, ces personnes-là sont souvent traumatisées parce qu'elles étaient très, très traumatisées là-bas, maltraitées véritablement. Parce qu'il y en a, par exemple, qui ont quitté leur famille, arrivés directement, tu te retrouves en prison. Et de là-bas, si tu as eu la grâce de sortir pour venir dans ton pays, peut-être que tu as été malade, tu n'as pas été soigné comme il se doit. C'est pourquoi les psychologues sont là. Quand l'OIM est là, ils viennent à les psychologues pour écouter ces personnes, pour voir s'il ne faut pas déceler des personnes qui sont atteintes d'un traumatisme. Puisque nous, on a déjà eu le cas ici des personnes qui étaient vraiment atteintes. Et qui a fait même que l'OIM avec l'Union européenne ont reconstruit notre centre. Parce que le centre, il était tout bas. Hein. Mais il y a un des migrants qui a mis le feu. Parce qu'il pensait que c'était un centre de l'OIM. Il a mis le feu. Et les migrants qui étaient là, ceux qui ont essayé d'éteindre le feu, lui, il était là. D'éteindre le feu. Pourquoi il a fait ça? Parce qu'au début, bon, il y avait même pas mal d'organisations. Ils mettaient un peu plus de temps dans le centre, ça les énervait. Donc, quand ils venaient, ils pouvaient faire 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, c'était trop pour eux. Et ça les poussait à agir de façon négative, puisqu'ils pensaient que le centre était pour l'OIM. Mais maintenant, ce n'est plus le cas. Quand ils arrivent, le lendemain, ils vont directement chez eux. Donc, il y a plus de cela. Il y a une véritable amélioration sur ce plan. Parker, désormais membre actif de Côte d'Ivoire Prospérité, apporte son témoignage et soutient les nouveaux arrivants. Il partage son histoire pour prévenir, conseiller, encourager. Pour lui, cette ONG a été plus qu'un refuge, elle a été une renaissance. À ses côtés, Chantal Guidi continue de croire que chaque retour peut devenir un nouveau départ. Ensemble, ils prouvent qu'avec écoute, accompagnement et volonté, la réinsertion est possible. En 2020, la vie d'Olivier bascule. Sa fille unique, alors âgée de 24 ans, décide de partir pour l'Espagne. Comme beaucoup de jeunes, elle rêvait d'un avenir meilleur, loin du chômage et des difficultés. Olivier, malgré ses inquiétudes, l'encourage. Il voulait croire en ses chances. Au début, il s'appelait souvent. Elle lui raconte ses étapes, ses espoirs, ses peurs aussi. Elle est quelque part entre le Niger et la Libye, puis plus loin encore, et puis, un jour, le silence. Depuis 2018, j'avais perdu mon emploi. Donc j'étais à la quête de faire de petits jobs. Et puis en 2020, ma fille est venue m'annoncer qu'elle a certains amis qui sont en Espagne. Et elle voulait aussi tenter pour voir. Je me suis dit, ah, comme c'est l'extérieur, ça va beaucoup nous avantager. Et donc je l'ai encouragée. Au début, on était en contact, 2020 jusqu'en 2022. Mais à partir de ce moment-là, je n'ai plus de ces nouvelles. À partir de quand exactement? À partir de 2023. Donc il y a de cela 2 ans que je n'ai plus de ces nouvelles. Et puis sur les médias, parfois, j'apprends qu'il y a des migrants qui ont été victimes de naufrages. On donne le nom, je ne sais pas si ma fille est parmi elles. Je suis toujours dans le doute, quoi. Je ne me sens pas à l'aise. Bon, parfois on dit qu'il y a certains qui ont été attrapés. Bon, il y a de mauvaises nouvelles qui arrivent. Donc, je ne sais pas si ma fille est encore vivante. C'est un peu ça. Et vous vous sentez comment? Est-ce que vous vous sentez plus ou moins responsable de tout ça ou... Bon, en tant que parent, vous voyez, la situation, c'est la situation qui m'a obligé à l'encourager. Mais actuellement, je peux dire que ça me gêne.
Mais si c'est que la situation était bonne, j'allais plutôt à trouver quelque chose à faire. Mais comme il n'y a rien à faire, au moins l'encourager. Notre idée, c'est de l'aider et c'est plutôt la permettre de relever le défi de la famille. Mais malgré ça, voilà que je n'ai plus de ces nouvelles. Donc, ça me rend un peu... Je suis triste. En tant que parent, je dois être triste parce que je n'ai pas de nouvelles de ma fille. Depuis 2023, Olivier n'a plus aucun contact avec sa fille. Plus de messages, plus d'appels. Il a essayé de la joindre. En vain. Il a interrogé d'anciens migrants contactés par des associations, tendu l'oreille à chaque nouvelle arrivée. Mais rien. Personne ne sait ce qu'elle est devenue. Chaque jour, il espère entendre son téléphone sonner, revoir son numéro apparaître à l'écran. Mais ce qui lui reste, c'est le vide. Un silence long, pesant, insoutenable. Bon, au début, c'est les conversations. Salut papa, comment tu vas? Et la famille. Bon, je la demandais comment le travail et tout. Et bon, elle me donne les informations aussi, comment ça évolue. Mais à un niveau, c'est une fois de passage. Parfois, même je la laisse des messages. C'est après qu'elle me répond. Donc, ça a commencé comme ça. Et puis, arrivé au moment off, je n'ai plus de ces nouvelles. Donc, depuis plus de 2 ans, ça. Il n'y a plus de ces nouvelles. Vous pensez que votre fille est où actuellement, pendant que nous parlons? Bon, elle m'a dit qu'elle va en Espagne. Actuellement, mon idée c'est en Espagne. Si elle n'est pas en Espagne, bon, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne peux pas dire qu'elle est partie à un autre pays. Donc la seule personne qui peut rentrer en contact avec moi, c'est elle. Donc, vous donnez quelle excuse généralement? Vous dites quoi? Pourquoi elle ne vous écrit pas? Pourquoi elle ne vous appelle pas? Bon, je ne sais pas, mais on était en bon terme. Parce qu'elle était contente quand elle est là-bas. Et puis, je lui ai dit que si tout va bien, ses frères ou ses cousins aussi peuvent la rejoindre pour au moins relever le défi de la famille. Mais en termes d'excuses, je peux dire que c'est moi qui l'ai encouragé à voyager. Mais je me culpabilise pour ça. Et puis, si réellement la situation était bonne, je n'avais pas perdu mon emploi, au moins elle pouvait suivre une formation pour être insérée dans la société, travailler, au moins pour souvenir aux besoins de la famille. Voilà que l'opportunité est venue. C'est une joie pour un parent de voir sa fille aller à l'extérieur. Mais comme la situation a basculé, plus de ces nouvelles, bon, je suis triste. Son histoire rappelle que derrière chaque départ, il y a des familles qui restent, des parents qui attendent, souvent sans nouvelles, souvent dans l'angoisse. Le drame de l'exil ne touche pas que ceux qui partent, mais aussi ceux qui aiment et qui restent. Pour Olivier, comme pour tant d'autres, l'incertitude est devenue un quotidien. Et dans ce silence, une seule question revient inlassablement. Où est-elle ? Sujet d'une importance capitale, sujet qui mérite donc que nous fassions le tout avec les concernés eux-mêmes. Vous vous appelez comment, monsieur? Je m'appelle Pakako Ousmane, communément appelé Parker. Je suis migrant de retour et chef de projet, concepteur et réalisateur. Vous avez dit migrant de retour. Oui. Qu'est-ce qui vous a poussé à quitter la Côte d'Ivoire? Bon, c'est les frustrations, c'est parce qu'on voyait un peu nos grands frères qui venaient, très chocos dans les Maracana, ils organisaient aussi. Donc ça m'a donné, vu que j'avais déjà cette envie-là de développer un peu, je me suis dit qu'en allant là-bas, je vais à la recherche de mon Eldorado. Et c'est pour ça que j'ai pris... Mais en quoi quelqu'un qui est très bien habillé, qui vient à un tournoi de Maracana, cela peut être une frustration pour vous encore? Puisque déjà... Moi je pense que on appelle ça le suivisme. Vous avez été victime de suivisme, le fait de voir quelqu'un bien habillé, et comme il vient de l'autre côté. Pour vous, la seule et unique solution pour être comme lui, là, il faut quitter la Côte d'Ivoire pour aller là-bas. Bon, pas forcément. Quand je dis ça, je ne suis pas rentré dans certains détails. Parce que déjà, j'ai vu les réalisations. Et nous, on veut les détails. J'ai vu les réalisations qu'ils avaient faites. Beaucoup ont construit, ils ont mis dans l'immobilier. Ça veut dire que là-bas, je vois que c'est plus le temps qu'ils sont partis. Il y a d'autres qui ont fait 5 ans. Vous avez déjà échangé avec eux? Ils vous ont dit comment ils sont régulièrement avec eux. Ils sont partis par l'aventure. Vous savez, ils m'ont dit... Qu'est-ce que vous appelez de l'aventure? Ça veut dire la route migratoire clandestine. Ça veut dire passant par le désert, la Méditerranée et la forêt de Tanger. C'est ça qui est les difficultés qu'on adopte pour... Ils vous ont dit les risques
Bon, il ne peut pas te donner les risques, il te dit juste que c'est l'aventure. Mais comme toi, tu es garçon, tu es nous aussi, donc tu as envie d'avancer parce que tu veux développer pour la famille. Tu te dis, tu peux aller, parce que si tes économies te permettent, et en plus tu es un travailleur, tu connais être utile à l'homme, là tu sais que tu peux avancer. Et c'est comme ça que Vous j'ai décidez engagé. de partir, de quitter la Côte d'Ivoire quand? Bon, je décide en 2001 de bouger. Voilà, c'est pas juste pour la Côte d'Ivoire. J'ai d'abord un peu tourné parce qu'il fallait aller dans des pays pour pouvoir... Chogo, ça veut dire qu'il faut travailler, il faut gris-gras pour avancer. Moi, j'avais pas papa, il n'y avait pas maman parce que déjà orphelin à l'âge de 6 ans. Donc, la frustration d'être adjoint chez les parents, j'ai pas supporté ça. Même dormir dans les salons des gens, j'ai pas supporté ça. C'est pour ça que j'ai préféré vivre ma vie d'aventurier. Et je me suis engagé avec les économies que j'avais et vu l'expérience que j'avais aussi. Non, moi je veux juste que vous partagiez avec nous votre parcours. Alors, vous décidez de quitter la Côte d'Ivoire, nous sommes en 2021. 2001. 2001. Voilà. Vous faites comment pour partir? Bon, je vais à Daloa. Daloa. Voilà, de Daloa là-bas, c'est là-bas on fait l'embarquement. Ça s'est passé dans les camions de transport de oignons. On était calés ensemble, on était 4 passagers clandestins. Vous avez donc accès à ce camion d'oignons. C'est payant, tout est payant. C'est combien vous avez payé? Bon, là-bas, j'ai donné 50 000 parce qu'ils disaient qu'on va arriver au Mali. Du Mali, maintenant, on va donner encore De Daloa, le camion vous amène au Mali. à 50 000. Et après, qu'est-ce qui se passe? Après, maintenant, je prends du Mali. On rentre maintenant vers le Niger. C'est du Niger qu'on a eu des affrontements. Avec les cadres? Non, là-bas, on a pris les cargos, ça veut dire les 4x4, là, un peu, les modèles 4x4, on a pris ça. Et c'est dans ça maintenant, avec l'équipe. Parce que quand tu vas là-bas, tu trouves un maximum d'Africains. Il y a beaucoup d'Africains, c'est un rassemblement là-bas, c'est un rassemblement, c'est un point. C'est un point auquel on sensibilise pour dire que n'allez pas là-bas parce que ce point-là, c'est jamais facile et c'est pas trop facile. Donc, d'arriver là-bas maintenant, on prend le point de départ. C'est au Niger que j'ai trouvé d'abord, on a eu des affrontements avec les djihadistes. Voilà, ça c'était à... Vous avez eu des affrontements avec les djihadistes? À Gaïa. À Gaïa. C'est la zone frontière de Libye et Niger. Ce sont des endroits où circulent beaucoup les terroristes. Voilà, en fait, c'est les bases là-bas. Il y avait l'ancienne base française, l'armée française, là. C'était les anciennes bases. Nous, on a dû rafaler. On a rafalé pour avoir la sécurité parce que nous, on était à la gare de Gao, à la douane de Gao. C'est une douane auquel là-bas, il y a du carburant. Donc, on était là pour... Mais les armes, vous les avez eues où? C'est les militaires, la douane, c'est les douaniers. Tout le monde est... Ils vous donnent les armes? Ils nous ont autorisé parce que nous, on est voyageurs. Je suis venu avec les camionneurs, tu vois un peu. Les camionneurs, ça veut dire que je suis fait passer pour un apprenti parce que je suis utile. C'est cet apprentissage-là que j'ai pu naviguer jusqu'à ce que je suis arrivé à Alit. Après ce problème-là, on est arrivé à Alit. Là-bas, j'ai vécu une pluie de sable. Vous êtes arrivé où, Alit? Alit, c'est au Niger. Alit, c'est la frontière qui fait avec... Après tout ça, vous avez pris les armes, vous avez couru beaucoup de risques, vous êtes attaqué aux djihadistes. Après, la suite, c'était quoi? Bon, vous êtes arrivé où exactement? La suite, maintenant, on a continué jusqu'à rentrer maintenant au Niger. On rentre au Niger maintenant, on arrive à Alit. C'est à Alit que j'ai vu des frustrations parce que des personnes avec qui on était le matin, le lendemain, ils sont morts parce qu'il y avait la pluie de sable. La pluie de sable, c'est du sable qui envahit tout le monde. Ça veut dire que tu peux avoir ton camarade. Nous, on était à la douane. On a pu se garder un peu avec les masques à couler, avec les vieux morts camionneurs. C'est ce qui nous a pu sauver. Mais après, maintenant, on est rentré en Algérie. Algérie, passant par Tamaracet. Tamaracet, c'est le premier point, c'est-à-dire le premier village qu'on peut dire quand tu es... On t'envoie au campo, là-bas, c'est les campos, les foyers d'accueil. Parce que partout là-bas, ça commence le campo, l'Enganda. L'Enganda, c'est les retrouvailles des Africains. C'est là que je commence à payer d'abord ma prison, parce que quand on va là-bas, tu vas dans un pensionnat auquel tu dois payer ta caution pour pouvoir être accessible à la route. Voilà, quand tu finis tes corvées, tu as payé ton ganda. Tranquillement, tu peux bouger comme tu peux. La destination qui a suivi, c'est laquelle, après l'Algérie? Après l'Algérie, c'est le Maroc. Après le Maroc, je suis rentré en Tunisie. En Tunisie, j'ai passé beaucoup de temps parce que l'aventure m'a pris trop de temps. Je suis revenu en 2017. Mais là-bas, vous étiez censé partir dans un pays européen, non? Et depuis que vous êtes en train de tourner là, entre l'Égypte... C'est pour gagner un peu, pour pouvoir économiser, pour suivre la route. Et à quel moment vous êtes rentré en Europe? Non, je ne suis pas rentré en Europe. De la Libye, je suis revenu en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Qu'est-ce que vous avez écouté? Bon, c'est les situations que j'ai vécues là-bas, les morts d'hommes et les beaux alliés qui ne passent pas, et ils prennent ton argent, ils t'utilisent, ils te frustrent, ils te tabassent, les tortures, qui ont traumatisé beaucoup de mes frères. Quand on est revenu, ben, comme le moral est toujours... Ça vous a pris combien de temps? L'aventure, pratiquement, ça m'a pris presque, je peux dire, 20 à 21 ans, l'aventure complète de l'Afrique jusqu'à là-bas, parce qu'ils nous appellent Africains, or que c'est les Africains aussi. Vous avez passé 20 ans en aventure, depuis le départ. Vous n'avez même pas eu gain de cause? C'est de tourner sur vous? C'est de tourner sur nous, de prison en prison, de blocage en blocage. L'aventure, tu ne connais pas où tu t'en vas. Tu suis juste. Et après, les personnes que tu appelles, ils ne peuvent plus te donner leurs coordonnées.
Parce qu'il ne peut pas te dire, il est au Maroc en train de... Il ne va pas dire qu'il est en train de faire peinture quelque part pour avoir son argent, pour se montrer beau dans les restaurants. Il ne va pas te dire ça. Mais toi, tu es au Maroc, comment tu fais? Tu gagnes la rue. C'est de la rue maintenant que tu développes la gamme pour pouvoir avancer. C'est ça l'aventure, c'est un chemin. On aura le temps de développer la gamme, mais moi je voudrais quand même revenir à celui qui est à la tête de cette ONG. Vous êtes censé les protéger, les insérer. Vous venez d'attendre là, une aventure de plus de 20 ans. De 20 ans. Résultat zéro. Un gars, un monsieur comme ça, comment on fait pour l'insérer dans le tissu social? On peut l'insérer facilement parce que, si elle dit facilement, on a besoin d'aide pour les autorités du pays, pour qu'ils nous aident à pouvoir avancer. Parce que vous ne pouvez pas demander de l'aide aux autorités, vous avez dit que vous pouvez l'intégrer facilement. Oui, l'intégrer facilement, c'est le mettre au travail. Le mettre au travail comment? Essayer de le former sur d'autres entreprises, comme il le fait, comme la peinture. OIM et nous autres, nous avons essayé de le cadrer dans le métier de la peinture. C'est les mêmes qui ont fait Abobo Ezo. Moi, je suis maître peintre, chef peintre. Tous les bâtiments roses et les filles patates de se manquer, c'est mon travail. Vous recevez en moyenne combien de migrants par jour, par semaine? Bon, je peux dire par année, avec la grande maison de rapatriement qui est en d'autres ici, ça peut valoir un truc de... à supposer peut-être 500 à 400 migrants par année, je suppose. Mais vous ne craignez pas que cela peut être un véritable problème pour la sécurité de la population? Des gens qui sont allés, d'après eux, comme on le dit chez nous, se chercher, maintenant qu'ils ne se sont pas retrouvés et qu'ils ont eu la sagesse, un peu de lucidité pour revenir au pays, est-ce que c'est tout le temps facile pour vous-même, pour l'État, de pouvoir les insérer? Si on n'y arrive pas, après, quels sont les plans B, C, D qui s'offrent à vous pour absolument trouver une solution? Parce qu'après, l'oisiveté, ça entraîne beaucoup de dégâts qu'on ne pourra pas contrôler. Ça, c'est pas faux. Pour cela, nous demandons aussi de l'aide aux autorités parce que quand c'est comme ça, comme il l'a dit, ça peut péter un bon jour. Parce qu'on n'aura pas tous à pouvoir les cadrer. Parce que ce n'est pas facile. On fait l'effort, mais on n'arrive pas à arriver à bout. Moi, je veux bien comprendre que vous fassiez l'effort, tout ça, mais vous ne trouvez pas que vous allez tourner en rond dès l'instant où chaque fois vous devez solliciter l'État pour pouvoir les intégrer. Et chaque jour, il y a des migrants qui reviennent. Parce que je veux dire que ce n'est pas le chemin tout tracé pour réussir. Les conditions de voyage déjà, c'est un véritable péril. Je veux dire que ce n'est plus une vie, des gens survivent. Vous prenez autant de risques là et 22 ans après, vous voici. Aujourd'hui, là, quand vous faites le bilan, là, quel est le sentiment qui vous anime? Je peux dire qu'avant c'était la colère, mais comme Dieu a permis, j'ai rencontré... Non, vous parlez chaque fois de frustration, de colère. Vous en voulez à qui? À ces personnes qui sont frères comme nous, Africains, mais ils se disent qu'ils ne sont pas comme nous, que nous, on est Africains. Qui? Les Algériens, les Marocains, en fait, les Tunisiens et les Marocains, c'est pas ça, parce qu'ils sont Algériens et Libyens, parce que c'est là-bas où on a vécu des choses inimaginables, inexplicables en fait, quoi. Et en vis-à-vis, face à face, même si on t'appelle, tu ne peux rien faire. Parce que si tu interviens, c'est toi qui meurs. Moi, je vais essayer de poser quelques questions à quelques personnes dans ce public. Mais je voudrais revenir à notre ami de l'ONG. Rappelez-moi votre nom. Nguessan Justin. Monsieur Nguessan Justin, vous êtes une organisation non gouvernementale. Quand vous décidez de pouvoir les aider, et que vous savez très bien que l'aide de l'État, ce n'est pas un acquis, quels sont les plans, quelles sont les dispositions que vous prenez pour ne pas que demain, vous puissiez passer à côté de votre mission? C'est une noble mission, mais si les moyens ne sont pas à votre disposition, ce n'est pas évident que vous puissiez atteindre votre objectif. Je veux dire que dès l'instant où aujourd'hui l'État ne peut plus faire quoi que ce soit, parce que ce n'est pas tout que l'État va régler, est-ce que vous baissez les bras ou bien vous continuez d'y croire? Je ne pourrais pas baisser les bras parce que je me suis donné à fond depuis moi-même mon aventure jusqu'à aujourd'hui, où je suis un témoin vivant aussi. Vous êtes un migrant? Je suis un migrant de retour. Vous êtes allé où? J'ai fait, on peut dire, par Burkina, Niger, Algérie et aussi la Libye. Mais il y en a qui vont au-delà de la Libye, au-delà de l'Algérie. Vous tournez tout. Non, parce que il y a d'autres, ça peut aller pour ici pour eux. Par contre, d'autres, ça peut mal tourner. Il y a certaines personnes... Moi, je ne veux pas être pessimiste. Moi, je dis que vous voulez aller en France, mais c'est l'ambassade. C'est là-bas qu'il faut aller faire les visas. Oui, en vrai.
En vrai, mais c'est à cause de quelque chose aujourd'hui, l'homme prend l'aventure. L'homme prend la route de l'aventure. À cause de quoi? C'est pour quelque chose. Parce que tellement. C'est quoi cette chose-là? Cette chose, c'est quoi? Tu veux te mettre à fond à travailler pour ta nation, pour ta patrie. Essayer de faire quelques concours. Essayer de faire. Pour travailler pour la nation, tu vas prendre autant de risques là? Après plusieurs échecs de mes concours, de ce qu'il fait comme entreprendre des choses ici, j'ai vu que ça n'allait plus. C'est ce qui m'a poussé à sortir du pays. Parce qu'il n'arrivait pas à joindre les deux bouts. Tout a commencé à basculer de mes deux mains. Comme alors vous êtes revenu, vous avez créé l'ONG, vous êtes revenu, vous faites quoi aujourd'hui? Bon, aujourd'hui, je suis dans l'entrepreneuriat et dans le management des marques, comme vous avez vu, la marque Sirakadjan, la marque de Football, pour dire que c'est l'entrepreneuriat, on investit ce qu'on peut, sac au dos, en attendant qu'on peut avoir un espace pour faire les activités plus. Est-ce qu'aujourd'hui, il vous arrive de vous asseoir et de regretter même cette décision que vous avez prise d'aller... Oui, beaucoup de fois, plusieurs fois, parce que je me suis dit que si j'avais pris cet argent-là pour entreprendre ici, comme je l'ai dit dans mes messages de 0 à héros, j'aurais pu mieux faire vu le temps que j'ai pris. Et je crois que j'aurais fait plus de réalisations. C'est pour ça que je convie mes frères à leur dire que l'Eldorado c'est ici. Revenez à la maison, n'ayez pas honte, revenez à la maison. De 0 à héros, on va entreprendre. L'Eldorado c'est ici. Comment je vous écoute et que je vois la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui, surtout le nombre d'années perdues. Est-ce que moralement, vous tenez le coup? C'est un moral d'acier. Forcément, je tiens le coup parce que déjà, il y a mes enfants qui comptent sur moi. Vous en avez combien? J'en ai 6. Voilà, 4 foyers. Quand vous partiez, vous aviez combien d'enfants? Non, quand je partais ici, j'avais juste des jumelles et après maintenant, j'ai eu d'autres enfants. J'ai fait le Sénégal. J'ai fait 17 pays. Ça fait, en Afrique déjà, cette expérience m'a pris 17 pays. Ça veut dire que j'ai eu des enfants, j'ai eu une vie maritale. Et après, il y a eu divorce. Mais après, bon, elle n'a pas supporté que je sois éloigné d'elle et que je n'arrive pas à lui donner des nouvelles plus régulièrement. Ok. Il y a eu des divorces. Merci. On va passer la parole à d'autres amis, n'est-ce pas, qui vont aussi partager avec nous leur histoire. Alors, vous vous appelez comment vous? Bon, moi, je me nomme Serge Odiapo, à l'état civil. Parlez-nous de ce qui s'est passé. Vous avez décidé de partir, quitter votre pays quand et pourquoi? Bon, c'était après la crise que j'ai quitté le pays. J'étais avec ma mère. Bon, c'était un peu dur. Le père aussi n'était pas là, tout ça là, donc c'était un peu dur. C'est dans ça, bon, tout d'un coup, j'ai un ami qui a vendu une voiture, tu as eu l'argent. Et après la crise là, allons se chercher en Europe. Il dit, ah mon frère, comment on peut partir en Europe, aller là? Moi, il n'y a pas l'argent. Il dit, bon, que moi, j'ai vendu une voiture, mais allons en Europe. Donc c'est dans ça, on a pris la route jusqu'à en arriver au Maroc. De Maroc, arrivé là-bas, il m'a vendu aux Marocains. Il y avait un groupe de... Ça veut dire quoi? Il vous a vendu aux Marocains? Vous êtes une marchandise? Bon, arrivé là-bas, c'est ce qu'il a fait. Il ne sait pas si c'est... Il a monté un coup ou il n'a pas... Bon, il ne sait pas. Arrivé là-bas, il m'a vendu. Donc, il m'a dit qu'il venait. C'est dans ça, il m'a laissé automatiquement. Il dit, venez. Mais c'est dans ça, il a fait un jour, il n'est pas vu. Je ne peux pas l'appeler aussi, je ne peux rien faire. C'est dans ça, moi, j'ai cherché à appeler les parents ici pour leur expliquer l'histoire, mais ils ne m'ont pas cru automatiquement. C'est après, maintenant, ils m'ont cru. Ils m'ont donné un peu des idées, comment ils peuvent faire pour venir. Ils m'ont envoyé de l'argent. C'est dans ça que je suis revenu au pays maintenant. Donc, c'est un peu mon histoire. Vous êtes arrêté au Maroc, hein? Oui. Et quand vous êtes revenu, vous avez appelé votre ami là? Bon, il a pu chercher à l'appeler parce qu'il a pu chercher à en contacter lui encore. Et aujourd'hui, comment vous faites pour remonter la pente? Bon, aujourd'hui que je suis venu, j'ai essayé de m'intégrer aussi à l'OM, à GMCI, qui m'a donné un peu d'aide, un peu de visibilité à la marque que je suis en train de créer avec le manager qui est là, qui s'appelle Parker. On a essayé de créer une marque qui va essayer de monter un peu le pouvoir de mon retour quoi, à Abidjan, c'est un peu ça. Ok. Et vous appelez comment? Moi, c'est Konaté Adama. Konaté Adama. Porteur d'une vision sage.
vous êtes porteur d'une vision. Vous laissez tomber votre vision, vous quittez votre pays pour aller chercher quoi? Bon, moi, après la crise en 2016, c'est un ami qui m'a donné courage parce que j'étais un blackiste. Il m'a dit, ah mon frère. Vous étiez quoi, un blackiste? Oui. Ça veut dire quoi? Un vendeur de téléphone au black. Ok. Voilà, on s'est défendu après la crise, rien n'allait, rien ne marchait. Parce que les portables qu'on payait, c'était les portables volés. À finir, il y avait des problèmes de traçage. On a vu que ça, c'était compliqué. C'était compliqué. Il m'a dit, ah mon frère, toi en l'air, tu ne peux pas passer concours parce que tu n'es pas un niveau où la Côte d'Ivoire devient là. Franchement, il faut qu'on sorte pour aller se chercher. On est sorti, on allait arriver au Mali. Moi, il y a un chauffeur de gros camion qui m'a dit, ah mon frère, le chemin que tu vas emprunter là, c'est pas facile. Il ne te blague pas. Il faut te retourner. Bon, on est parti dans 2 convois. Ils étaient dans un autre convoi de gros camions. Moi, le convoi qui était derrière comme un apprenti. Arrivé au Mali, il dit non, moi je vais me retourner. Le chauffeur m'a blagué, il m'a dit non, il ne faut pas y partir. Il dit ah, moi il veut partir. Il dit non, il ne faut pas partir. Là-bas n'est pas bon. Niger, on tue les gens. Il a appelé un ami, il a appelé un de ses amis. L'ami sur le palais, lui m'a dit ah, la route n'est pas bonne en l'air. Ça fait que j'ai eu peur d'avancer. Il dit ah, moi je viens entreprendre chez moi ici. Dès qu'il s'est arrivé, ça m'a donné une vision de conscientiser mes frères. C'est pourquoi j'ai créé ce concept qui constitue 3 choses. Une marque, un engagement social, un concept. C'est ce qui veut dire Sirakadjan, jamais différent. Pour dire à nos frères, vu que matin, midi, on se réveille, ah l'autre là il est mort. Moi, même mon frère qui est parti jusqu'à où je n'ai pas ces nouvelles, mon ami là. Ça fait presque 12 ans on n'est pas ces nouvelles. J'ai vu que, ah vraiment, pourquoi nous-mêmes on ne peut pas sensibiliser nos petits frères, nos grands frères, comme un exemple d'être un jeune entrepreneur. C'est pourquoi aujourd'hui j'ai décidé de créer cette marque Sirakadjan. Parce que quand ils viennent de loin, on vient de loin après la crise, il y a plein qui ont abandonné leur activité, ils sont allés se chercher dans la nature. Jusqu'à aujourd'hui, on n'attend plus de leurs nouvelles. Mais je pense que... Et vous n'êtes pas inquiet? Si, parce que me dit quoi? La communication ne passe pas bien. Bon, nous, on a décidé de créer cette marque Sirakadjan. La route est longue, mais jamais défaite. Tant qu'on vit, il y a toujours espoir. Le Dorado, ce n'est pas là-bas, c'est ici. Voilà. Alors, vous dites le Dorado, ce n'est pas là-bas, c'est ici. Vous qui avez fait votre premier choix de laisser tomber votre vision, vous êtes allé donc au-delà des frontières de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, là, vous êtes dans une situation de regret, il faut l'avouer. Bon, moi, je ne vois pas ça regret, mais dans la vie, un garçon, il faut sortir d'abord. Vous avez fait combien d'années? Moi, dans la situation où vous n'avez pas de regret? Bon, moi, j'ai fait 3 mois là-bas au Mali. Ah, 3 mois, ça, c'est pas les 21 ans de... Voilà, je suis rentré, de votre voisin. Merci Dieu aussi. Par rapport à cette vision aussi, il y a beaucoup de jeunes qui s'adhèrent. Il y a d'autres qui sont au Mali, au Burkina, Maroc, qui m'appellent, ils rentrent en contact avec moi. Ah, franchement, ton concept là, ça nous donne beaucoup de morale. Il y a d'autres qui ils voulaient abandonner pour se retourner, d'autres aussi. Grâce à ce concept-là, ils sont rentrés à Paris, en Italie, en Espagne, ils sont en contact avec d'autres, plein même. D'accord. Alors, moi, je reviens à vous. Quand vous êtes revenu, beaucoup de choses ont changé. Trop de choses ont changé. Vous avez constaté donc le retard. Dans le retard et l'évolution du pays, j'ai vu que si j'avais pris ce temps-là à attendre et à réaliser, ce serait meilleur encore. On ne va pas continuer de vous culpabiliser, parler de regrets. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous attendez de la société et de l'État de Côte d'Ivoire? Bon, déjà, en qualité de manager, je dis à la société de me donner l'accès à beaucoup de contrats, c'est-à-dire des festivités et des contrats de peinture et de décoration, parce que c'est ça que je m'y connais le plus. Voilà, et aussi de donner la possibilité à ceux qui suivent l'ONG, qui sont adhérents et qui sont à la Sirakadjan, qui sont à la 2 fois Gbor, de venir massivement, parce qu'ensemble on peut entreprendre, parce que la vision du manager n'est pas forcément la vision de tout un chacun, mais je sais qu'à travers mes messages et ma sensibilisation, il faut se retrouver, parce que qui dit Sirakadjan, qui dit la route est longue, ça veut dire que chacun doit connaître son parcours et parler de son vécu à lui personnellement. Et c'est des expériences que tu as acquises, que tu peux partager pour que la jeunesse puisse prendre. Même si tu es orphelin, tu n'es pas seul, parce qu'il y a toujours des anges qui sont à côté de toi, ça veut dire. On reviendra à toi pour lancer un message, ce sera le message de fin, à l'endroit donc de tous ces jeunesses-là, tous ces jeunes-là qui, eux, continuent encore de croire que l'Eldorado c'est là-bas et que aucun sacrifice ne sera de trop, même s'il faut y laisser sa vie, en passant donc par des moyens
non conventionnels pour avoir accès donc à l'Europe. Je vais venir donc à l'ONG, ce sera ma dernière question. Volonté affichée, on vous encourage, mais aujourd'hui, quelles sont les difficultés auxquelles vous faites face dans la mise en place de vos différentes actions? Je fais face à plusieurs problématiques parce qu'il y a besoin de soutien de différentes organisations afin de pouvoir cadrer les migrants des retours, afin aussi de trouver un moyen de pouvoir sensibiliser mes frères et sœurs pour ne pas les donner envie encore de faire comme nous, on l'a fait. Et aussi qu'on me donne des opportunités à pouvoir insérer la jeunesse. Parce que nous avons fait la formation des formateurs. Donc on veut qu'on nous donne cette opportunité de pouvoir former aussi nos petits frères et aussi les apprendre. Et que chaque Ivoirien ait au moins un métier. Nous avons fait l'élevage. Chaque fois que vous avez l'occasion, M. Bro Justin, dites-le aux jeunes. Il n'y a pas 36 solutions. Vous voulez aller en Europe, c'est votre droit le plus absolu. Mais pour aller en Europe, là, ces pays-là, ils ont leur représentation dans chaque pays africain. Vous partez à l'ambassade, c'est moins risqué. Si on ne vous prend pas, vous allez se tenter une autre fois. Parce que courir autant de risques, il peut passer près de 21 ans. Ce bilan est plus que jamais négatif. Le pays avance. Que vous soyez là ou pas, le pays avance. Le premier bâtisseur de ce pays-là, le papa, le père de la nation, Nana Boigny, se trouve en ce moment sous la terre. La Côte d'Ivoire ne s'est pas arrêtée. Faites très attention. Vous ne pouvez pas risquer vos vies pour des aventures aussi ambiguës. Avant de conclure, je veux que vous regardiez cette caméra, que vous puissiez dire donc à tous ceux à qui l'idée traverserait donc de pouvoir emprunter le mauvais chemin que vous avez pris, que vous regrettez aujourd'hui. Bon, je dirais à mes frères africains, parce que chez nous on considère comme africains, parce qu'ils ne se considèrent pas comme africains, les Algériens, les Tunisiens, les Marocains, en pile les Libyens encore, pour leur dire que l'Eldorado, c'est ici. De 0 à héros, on peut entreprendre. Voilà, à partir des 0 et devenir héros, on peut le réaliser ici. L'Eldorado, il y a des risques et la migration irrégulière est très dangereuse. Nous, on est parti, on est revenu, alhamdoulilah, mais si toi tu peux partir, c'est pas comme pour nous. Tu peux mourir par le désert là-bas parce qu'une bouteille d'eau pour 10 personnes, tu vas voir ce que ça fait. Une pluie de sable, tu vas voir ce que ça fait. Tu vas voir ce que ça fait de traverser la Méditerranée parce que ce n'est pas juste que je te dis. Tu vas comprendre parce que ce qu'on dit et ce qu'on a vécu, il n'y a pas la même émotion. Donc restons unis, Sira Kadian, la route est longue, l'Eldorado c'est ici. Merci la famille. Nous on est partis, on est revenus. Mais toi tu peux partir et tu peux ne pas revenir. Nous, on est partis, par la grâce de Dieu, on est revenus. Pourtant c'était risqué le chemin que nous avons emprunté. Mais toi, tu peux prendre le même chemin que nous et tu peux ne pas avoir la chance de revenir. Toi qui me regardes là, tu choisis la voie légale où tu veux prendre absolument le risque. Chers parents, vous qui demandez à vos enfants d'aller au-delà de leurs limites, d'aller au-delà de tout ce qui est catholique et conventionnel, vous qui leur demandez l'impossible, sachez tout simplement qu'il y a mort dans ces aventures. Prenez garde. La vie, les défis que vous imposez à vos enfants parce que vous voulez que vos bien-être prennent une autre allure, je vous dis et je le répète, il y a mort dans ce type d'aventure. C'est le cœur meurtri. C'est avec beaucoup de tristesse, avec colère, avec indignation que je me dois de conclure cette émission parce que je ne comprends absolument pas. Et je voudrais qu'on me montre quelqu'un qui est passé par l'eau et qui a réalisé, qui a transformé toute une communauté. Qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce qui nous arrive? Nous avons un pays à construire et c'est ensemble. Fiers Ivoiriens, le pays nous appelle. Le pays ne nous appelle pas pour être des migrants à longueur de journée. Bonsoir.